Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Cauchy, proche d'Éric Zemmour. Benjamin Cauchy, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, tout va bien et merci pour cette invitation et bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Ah ben tant mieux, vous êtes là, on va aborder plein de sujets parce que je sais qu'il y a des points que vous vouliez aborder aussi, notamment votre passé chez les Gilets jaunes. Vous avez commencé chez les Gilets jaunes du côté du Sud-Ouest, Toulouse, Carcassonne. Voilà, vous avez pris le lead, comme on dit, ce mot vulgaire du lead. On reviendra dessus. On reviendra dessus. Et ensuite, vous êtes parti chez Nicolas Dupont-Aignan. Beaucoup vous l'ont reproché, cet engagement politique. Et aujourd'hui, vous êtes proche d'Éric Zemmour. Je voudrais qu'on commence cet entretien effectivement sur qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager les Gilets jaunes et quel était l'engagement. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a poussé à vous désolidariser des Gilets jaunes pour aller sur un engagement beaucoup plus politique finalement, Benjamin Cauchy? Oui, enfin le mouvement des Gilets jaunes, moi j'ai envie de distinguer le mouvement des Gilets jaunes du mouvement du 17 novembre 2018. Et j'ai envie de parler des Français du 17 novembre 2018 qui étaient dans la rue comme moi. On se battait parce qu'il y avait une injustice fiscale, il y avait une augmentation des taxes sur les carburants et c'est par rapport à cette injustice fiscale, un ras-le-bol par rapport à un pouvoir d'achat contraint qu'on est descendu dans la rue. Il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des mamans célibataires avec des pitchounes, il y avait des retraités, il y avait des blacks, des blancs, des beurs. Il y avait vraiment toute la France qui était là. J'ai rapidement compris qu'au vu de l'effet de masse, il fallait absolument qu'on se structure. Parce que le pouvoir, pour négocier, a toujours besoin d'interlocuteurs. Et c'est ce que j'avais dit dès le début à Drouet, Ludowski et tous ceux qui étaient là dans la boucle au début, qu'il fallait absolument se structurer. Ils l'ont refusé partant du principe de l'horizontalité du mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai qu'il faisait à la fois sa force, parce que impalpable et peut-être moins broyable a priori pour le pouvoir. En attendant, c'était compliqué d'avoir des visages identifiés pour pouvoir négocier, parce que l'objectif c'était de faire disparaître cette taxe carbone et d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités, des handicapés, des invalides et des gens qui travaillent. C'était ça l'objectif. Cet objectif, on l'a obtenu bon an mal an, à défaut que les Gilets jaunes se décident à s'organiser, se structurer par département puis par région et monter un véritable syndicat finalement. C'est ça qu'il aurait fallu faire. C'est ça que je voulais faire. David Poulain, des Gilets jaunes constructifs sur Bordeaux, c'est ce qu'il a fait. David, il a monté un syndicat à l'échelle de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, il y en a qui ont construit des choses. Plein de Gilets jaunes, finalement, qu'on le veuille ou non, se sont structurés à l'échelle départementale, régionale, avec plus ou moins des obédiences politiques différentes, mais qu'importe. On voit bien que la nature a horreur du vide et que l'horizontalité ne marche pas, vu que des gens se sont construits indépendamment un peu partout. Et quand on parle des Gilets jaunes, de quels Gilets jaunes parlons-nous? Donc oui, je me suis désolidarisé de cette absence d'organisation, surtout. Parce qu'une fois qu'on est allé au ministère à Matignon avec 6 autres compagnons et amis et qu'on avait réussi à obtenir quand même 11 milliards d'euros avec la prime d'activité qui a été augmentée de 100 € pour plusieurs millions de personnes, avec la suppression de la taxe sur le carburant. Bref, c'est 11 milliards d'euros que finalement le mouvement des Gilets jaunes entre le 17 novembre 2018 et le 11 décembre 2018 ont réussi à obtenir. Et depuis, qu'ont-ils obtenu? Qu'avons-nous obtenu? Depuis le 11 décembre 2018, il y a eu un soi-disant grand débat. Il aboutit à quoi? Il aboutit à un 30 km/h dans les rues de Paris. Oui, et puis des stocks aux archives départementales énormes. Voilà, mais ça, je sais que les doléances sont en train d'être réveillées et travaillées par certains, et je suis impatient de pouvoir lire la prose, parce que oui, il y a des gens qui ont écrit, qui n'étaient jamais sortis dans la rue, qui avaient envie d'exprimer des choses. Le gouvernement nous a complètement malmenés, et puis ensuite, moi j'ai bien compris que le gouvernement allait chercher à nous salir, à nous manipuler. Donc je me suis dit, je me suis engagé, je me suis grillé professionnellement. Les gens qui pensent que Cauchy s'en sort mieux aujourd'hui qu'avant le mouvement des Gilets jaunes. Oui, parce qu'on vous l'a reproché maintenant aussi. Ouais. On vous l'a reproché, effectivement. Non, moi j'avais une vie sympa, hein. J'étais cadre sup chez un groupe mutualiste. J'émargeais à plus de 3 000 € par mois, j'avais ma voiture de fonction, la maison avec la piscine. Donc la réalité c'était ça, moi, avant les Gilets jaunes. Aujourd'hui, je suis locataire, d'accord? Et j'ai monté mon activité pour pouvoir bosser. Parce que quand on a été Gilets jaunes, c'est une étoile. Donc vous y avez perdu finalement? Donc moi, en tout cas, j'y ai perdu à titre matériel, mais sur un plan intellectuel, le fait de se lever le matin en se disant, voilà, je combats des idées. Ce combat des idées, il ne peut passer que par l'organisation, que par la structuration. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé en politique assez rapidement dans le mouvement, quoi. Finalement, c'est ça, c'est la question que je voulais vous poser, c'est personnellement, ça vous a apporté beaucoup aussi.
Bah moi, ça m'a apporté beaucoup. Déjà, ça m'a apporté beaucoup, paradoxalement, même si je suis souvent sur les plateaux de télévision et que maintenant c'est quasiment un job aussi, il faut dire les choses. Ça m'a nourri énormément et j'ai vraiment découvert deux mondes parallèles. C'est ça. Et à tous ces gilets jaunes qui me disaient, mais Cauchy, pourquoi tu vas sur les plateaux, pourquoi tu te corromps avec eux, pourquoi tu rentres en politique, ce sont des pourris et tout ça. Mais justement, si nous, on n'y va pas, si nous, les citoyens, classe moyenne ou pas moyenne, CSP+, ou CSP-, les gens qui galèrent ou pas, mais si on ne rentre pas dans les partis politiques, si on ne rentre pas dans ce système, on ne pourra pas le changer. Oui, c'est faire politique en fait. Mais c'est faire politique, tout simplement. C'est-à-dire que l'engagement citoyen à se mobiliser pendant 18 mois sur des ronds-points chaque samedi, à créer une solidarité, moi je suis admiratif de ces gens. J'en ai pas fait le centième. J'ai donné, je pense avoir donné de ma personne, parce que les lumières ça brûle aussi, faut en avoir conscience. Moi je suis admiratif de tous ces gens qui se sont battus pendant 18 mois sur les ronds-points. Et pour ces gens-là, moi j'ai envie de continuer, et pour moi c'est que dans le champ politique. Pour moi les rendez-vous du samedi après-midi, c'est soit une balade entre copains, soit c'est une démonstration de force de l'extrême gauche qui aujourd'hui a sali et a salopé le mouvement. Oui, vous pensez que ça a été noyauté au bout d'un moment, effectivement, mais les gilets jaunes historiques à la suite du mouvement 2019-2020 se transformer en chasuble jaune. CGT de Gaillac, par exemple, qui arrivait quitter le rond-point des Gilets jaunes et retourner à leur local syndical, déposer le gilet jaune dans leur local syndical et repartir en voiture. Je l'ai vu de mes yeux. Donc bien sûr qu'il y a eu de l'entrisme sur les ronds-points, aux barrières d'autoroute, expulser des gilets jaunes patriotes qui étaient plutôt du camp national ou simplement apolitiques. Et non, il fallait absolument parler de référendum d'initiative citoyenne et de 6ème République. Alors excuse-moi, mais comme dirait mon fils aîné, mais what the fuck quoi. Parce que clairement, on était sur une révolte fiscale. On était sur une volonté d'avoir plus de pouvoir d'achat et d'arrêter la fraude. Et là, on se retrouve avec la 6ème République de Jean-Luc Mélenchon. Les mélenchonistes vont me tomber dessus, mais avec la 6ème République, je ne remplis pas mieux mon réservoir. Donc, exactement. Alors là, on arrive à ce point de clivage finalement. Ouais. Vous allez sur le champ politique et vous rejoignez, bien sûr, Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. Oui. Pourquoi ce choix de Nicolas Dupont-Aignan? Pour deux raisons. La première, c'est que, au regard des revendications originelles des citoyens du 17 novembre 2018, la spoliation par les péages, la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, une augmentation du pouvoir d'achat par la baisse de charges, c'était le seul finalement qui avait déjà posé le sujet en 2012 en fait. Donc il était légitime finalement à me permettre de continuer. Et je lui ai dit, je ne me rallie pas à Nicolas Dupont-Aignan, je m'associe à Nicolas Dupont-Aignan et on fera un bout de chemin ensemble. Voilà. Je refusais un lien de subordination, j'ai toujours été un peu électron libre. Donc voilà, et ça s'est passé plutôt correctement. Et la deuxième raison, c'est qu'il avait été courageux pour moi entre les deux tours des élections présidentielles. Et je suis persuadé qu'on ne pourra faire changer les choses dans notre pays que s'il y a l'union des droites. Et donc Nicolas Dupont-Aignan, en fin 2018, début 2019, a incarné cet espoir avec les amoureux de la France, avec la création d'une liste européenne qui allait rassembler la droite hors les murs. Donc il y avait finalement un intérêt politique aussi à bâtir quelque chose. Donc je trouve qu'on joignait à la fois le fond revendicatif des Gilets jaunes et à la fois une construction politique qui m'intéressait. Voilà. Oui, avec des militants, une structure politique, absolument, un mouvement derrière. Absolument, et puis d'avoir à terme des gens sur le terrain, des citoyens qui fuient sur les ronds-points ou qui étaient déjà dans d'autres partis politiques, et qui se rassemblent et qui proposent, qui s'investissent dans des communes, dans des villages, prendre des postes électifs et puis devenir adjoints. Et puis si c'est adjoint à la solidarité et que les Gilets jaunes ont pris la main dans un village et qu'ils estiment qu'il faut une solidarité municipale par rapport aux anciens, avec un CSS plus doté, on peut se plaindre dans son canapé tous les samedis en regardant les chaînes info en disant « Oh là là, les Gilets jaunes, on les soutient », ou alors on peut sortir les doigts du pantalon et puis on avance. Quoi. Ouais. Donc moi j'étais plutôt parti sur cet état d'esprit-là. Voilà. Donc voilà pourquoi je me suis engagé avec NDA. C'était une belle aventure, enrichissante. J'ai découvert le monde politique de l'intérieur. Les non-dits, les faux-semblants, les mensonges. Les coups bas, peut-être, j'imagine aussi. Oui, les coups bas et puis les actes de noblesse et d'héroïsme aussi parfois. Parce que mais quand on parlait de ça, Benjamin Cauchy, j'ai l'impression aussi de parler donc on parle des Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, c'était des têtes coupées, c'était des gens qui étaient voués aux gémonies populaires, c'était aussi des actes héroïques, des gens qui sont sur les ronds-points, des gens qui ne sont jamais sortis dans la rue.
et qui ont essayé de mettre en place quelque chose, même si ça n'a pas réussi. Ouais, non mais la crise des Gilets jaunes est arrivée au bon moment. Elle est arrivée au bon moment, pourquoi? Parce qu'en fait, Emmanuel Macron en 2017 avait complètement explosé à la fois les Républicains, mais aussi le Parti Socialiste, qui sont les deux gros bastions, les deux gros partis qui ont des militants et un maillage territorial. Ils ont été complètement désarçonnés. Donc ces gens qui étaient habitués au terrain étaient capables de faire remonter les informations. Ces gens-là n'avaient pas été élus puisqu'une nouvelle société civile avec l'étiquette En Marche venait de s'implanter au titre des législatives. La deuxième chose, c'est la fin du cumul des mandats qui a déconnecté les maires qui ne pouvaient plus être députés en même temps. Et moi, je suis désolé, pour moi, le cumul des mandats, c'est pas une bêtise. Le cumul de mandats, il permet d'avoir une vraie connexion entre un élu de terrain qui a les mains dans le cambouis, qui sait ce que c'est que pas aller manger, de ne pas pouvoir manger parce qu'il a reçu des habitants en face, dans sa permanence de mairie. Il sait qu'il y a des gens qui ne savent pas manger dans sa commune. Donc il y avait comment dirais-je, des feedbacks intéressants, si vous voulez, entre le territoire et le national. Donc il y a ce deuxième point-là. Et puis la troisième chose, c'est que Macron a complètement explosé les corps intermédiaires, que sont les représentants consulaires, les chambres d'agriculture et les syndicats, dès 2017. Donc il n'y avait plus aucun représentant, il n'y avait plus personne qui entendait la colère. Oui, il n'y avait plus de courroie de transmission entre des millions de Français et le pouvoir exécutif. Il n'y avait plus de courroie de transmission. Donc quand Jacqueline Moreau a sorti sa vidéo, quand Éric Drouet, avec son gilet jaune, parlait avec le cœur depuis son camion, parce qu'il parlait avec le cœur, d'accord ou pas, avec lui sur les modes d'action. On a toujours été d'accord sur beaucoup de fond, mais sur les méthodes d'action, on a été en désaccord dès le deuxième samedi, mais c'était juste ça, quoi. Mais bon, il parlait avec le cœur. Jérôme Rodriguez, qui a perdu malheureusement son œil, bien sûr que là, je ne partage pas du tout les mêmes convictions politiques ni les mêmes solutions, mais son engagement est noble. Donc, finalement, les Gilets jaunes auront fait émerger des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de parler si Emmanuel Macron avait continué avec le cumul des mandats, avait eu des députés qui étaient vraiment enracinés et avait respecté les corps intermédiaires, y compris dans les entreprises. Donc finalement, c'est la faute de Macron. Voilà. Pas eu cette caisse de résonance si Macron avait été moins snob, moins jacobin. Et voilà, la Startup Nation, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas en mode projet. La hiérarchie administrative et la hiérarchie politique a du sens et a de la rassurance pour l'opinion publique. Il a dit aux athlètes de JO qu'il y avait c'était le pacte de compétitivité, je crois, pour gagner des médailles pour Paris 2024 ou quelque chose dans ce style-là, je crois. Je dirais un peu vulgairement, je ne sais pas ce qu'il prend, mais enfin, fait qu'il fasse attention quand même, quoi, parce que c'est cette déconnexion qui a été mise en avant par la crise des Gilets jaunes, puis par la réforme des retraites qui n'a pas abouti, puis la déshérence de la communication gouvernementale pendant la crise du Covid. Enfin, clairement, il a un bilan plus que précaire, quoi. Plus que précaire. Donc j'ai envie de dire merci les Gilets jaunes d'avoir poussé ce coup de gueule. On n'a obtenu que 11 milliards, mais je pense qu'on a déclenché un premier étage de la fusée, qui est celui de montrer que ce système établi est un colosse au pied d'argile, quoi. Et peut-être que ça va faire aussi la présidentielle, on va en parler aussi. Je voulais qu'on finisse sur Nicolas Dupont-Aignan. Là, vous décidez, bien entendu, après quelques mois ou 2 ans, de quitter Nicolas Dupont-Aignan. Finalement, on va en parler de votre soutien à Éric Zemmour, bien entendu, proche d'Éric Zemmour. Pourquoi, à un moment donné, vous vous dites, Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il ne peut pas incarner, parce qu'il n'a pas les chances aujourd'hui il y avait 2 raisons. Il y avait une raison personnelle et puis une raison politique. La raison personnelle, c'est qu'il fallait, comme tout bon citoyen, retrouver un boulot pour pouvoir nourrir ses enfants et payer son loyer. Donc il a fallu aussi que je lève le pied et j'ai trouvé que c'était le bon moment parce que c'est la deuxième raison, c'est que sur un plan politique, je ne voyais pas d'issue à son combat, aussi noble soit-il, aussi respectable soit-il, parce que vouloir s'engager à une présidentielle, il faut quand même les porter, il faut en avoir. Certains le traitent du luberlu. Moi je dirais que c'est un passionné, il croit en son destin, il me l'a déjà dit comme je vous le dis là. Il m'a dit qu'il croyait en son destin. C'est une belle cause qu'il défend. Il a eu le courage en 2005
de quitter l'UMP parce qu'ils avaient trahi le peuple avec suite au traité constitutionnel. Voilà, après le référendum volé, la trahison de Sarkozy, donc il a eu le courage de prendre tous les compagnons de route des anciens RPR qui se sentaient trahis. Après, moi j'ai constaté une incapacité à pouvoir rassembler au-delà de l'étiquette Debout la France, une difficulté à développer un maillage, une difficulté parce que peu d'élus, donc peu de ressources, donc c'était une issue c'était une impasse. Ouais. J'ai peur que ce fût une impasse et c'est pour ça aussi que je me suis désengagé. Je me suis dit, Benjamin, quitte à continuer à te brûler les ailes et avoir des difficultés finalement à joindre des fins de mois, j'ai jamais été aussi gilet jaune qu'aujourd'hui, donc c'est plutôt rigolo si je puis me permettre. Je m'étais dit à l'époque, bon bah Benjamin c'est bon quoi, t'es plus en phase politiquement, pense à toi un peu quand même, au bout de 2 ans. Parce que ça fait 3 ans hein, les gilets jaunes. Hein. Donc ça fait 3 ans, ouais. Ça fait 3 ans que c'est mon quotidien. Donc c'était le bon moment. C'était le bon moment et puis bah, finalement l'actualité, les mois passants me confortent malheureusement dans le fait qu'il n'a pas aujourd'hui réussi à rassembler au-delà de sa maison. Et c'est pour moi une voie sans issue, parce que l'on aspire à être président de la République, c'est bien, que l'on a un programme, c'est bien, précis, c'est bien, chiffré autant qu'on peut, mais s'il n'y a pas de troupes, et s'il n'y a pas la place pour que d'autres puissent s'épanouir dans la maison de Debout la France, c'est pas la peine. Oui, il y a Jean-Philippe, effectivement, il y a Jean-Philippe Tanguy et de nombreux cadres qui ont décidé de quitter Nicolas, je ne sais plus à quelle date, peut-être en octobre, quelque chose comme ça, ou novembre 2020, et qui ont fait le choix de fonder leur propre structure pour pouvoir travailler de concert avec le Rassemblement national, notamment en vue des élections territoriales, des départementales et des régionales. Bon, ils ont eu 13 élus, donc l'Avenir français aujourd'hui c'est un micro-parti, en tout cas c'est un parti politique avec 13 élus, donc c'est pas idiot. Jean-Philippe Tanguy avait cette volonté de faire en sorte que Debout la France puisse acquérir des élus pour pouvoir grandir et montrer que l'union des droites était possible en s'associant ponctuellement. Sur le fond, il avait raison, sur la forme, je regrette un peu la méthodologie de départ, il le sait, je lui ai dit, mais sur le fond, effectivement, le fait d'être capable de tendre la main au Rassemblement national d'un côté et ponctuellement de l'autre avec les Républicains, c'est effectivement salvateur, et puis ça aura permis à Debout la France d'avoir des élus, qui dit des élus, de la légitimité territoriale, des recettes financières aussi. De l'ancrage aussi. De l'ancrage territorial, une légitimité, une crédibilité. Donc voilà. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une deuxième... c'est la deuxième vague. Je pense qu'elle sera fatale pour Nicolas, malheureusement. Je le constate non pas par appétit, ni envie, ni amusement. Ça fait mal. Je discute avec des anciens cadres de Debout la France qui me disent ça prendra pas, et il s'enferme dans Pourtant, il a fait un grand meeting de campagne dimanche dernier, il y a quelques jours. Finalement, il n'a pas renoncé, Nicolas Dupont-Aignan, à aller à la présidentielle. Alors, aller jusqu'au bout, en fait, mais au moins y aller, concrètement, sur les financements, sur tout ça, parce qu'il y a tous ces problèmes qui se posent aussi, de financement de la campagne, les 5%. Bien sûr, il y a plusieurs parrainages aussi, bien sûr. Savez, pour partir à la campagne, il faut 3 choses. Il faut une stratégie, des troupes et de l'argent. Si vous en manque un des 3, vous ne ferez rien. La stratégie, oui, il l'a. Les troupes, ça plus. L'argent, c'est toujours un combat pour des petites structures politiques. Donc ça me paraît d'être assez handicapant, quoi. Donc non, moi je pense que Nicolas aurait vraiment toute la sagesse du monde à sortir par le haut de cette histoire des élections présidentielles. Sa voix compte, sa voix est importante parce qu'il a eu le courage, comme je vous l'ai dit, en 2005 et 2009 de prendre ses responsabilités par rapport au traité, par rapport au référendum volé. Moi je pense qu'il sortirait vraiment par le haut à non pas être le larron de la farce, mais au contraire d'être plutôt une référence et une voix de la sagesse peut-être sur cette capacité à vouloir rassembler, parce qu'il a fait œuvre de courage politique en 2017 quand il a tendu la main à Marine Le Pen finalement. Donc moi je pense qu'il a été un déclencheur de cette union des droites qui est en train de ressurgir avec Éric Zemmour. Donc, pour moi il aurait toute sa place. Voilà. C'est un message. C'était un message à Nicolas Dupont-Aignan, bien entendu. Alors je respecte encore une fois son parcours et son choix d'être candidat. Maintenant la question c'est de se dire on fait quoi? On regarde Macron regagner une deuxième fois. On a remué la France depuis 3 ans, depuis 3 ans et demi. Il y a des braises de partout. Il n'y a qu'à souffler. Nous on n'a pas envie de souffler, on a envie de construire. Donc on fait quoi?
Alors voilà, le cap, on y est. Vous rejoignez, ou du moins vous êtes dans les proches d'Éric Zemmour, qui est aujourd'hui à près de 17-18% dans les sondages, qui est absolument énorme pour quelqu'un qui est non déclaré. Et si rapidement, donc certains parlent de feu de paille, mais vous parlez d'une vraie dynamique autour d'Éric Zemmour. Déjà, première question assez simple, Benjamin Cauchy, pourquoi vous vous êtes rapproché de Éric Zemmour ces dernières semaines? On s'est rapproché au février. Purement échange intellectuel, on va dire, échange d'idées, ma petite lubie dans la tête d'essayer de distiller encore une fois des revendications originelles des Gilets jaunes sur la suppression des droits de succession par exemple pour les petits entrepreneurs, petites entreprises. Donc c'est ce genre de choses que j'évoque avec Bruno Retailleau ponctuellement, avec Julien Aubert ponctuellement. J'essaye non pas d'influer mais de continuer à battre le pavé sur certaines revendications. Et donc j'ai échangé aussi avec Éric Zemmour à ces sujets. Et puis on a continué à converser et puis effectivement sa réflexion a commencé à mûrir sur l'hypothèse d'envisager hypothétiquement, enfin je prends toutes les circonvolutions possibles, mais à un moment donné l'idée elle commence à germer. Ça tombe pas de l'armoire un matin, tiens j'ai le candidat quoi, ça marche pas comme ça. Donc voilà, donc le chemin a continué comme ça, mais j'ai surtout compris ce qu'il voulait faire. Vous le suiviez, Éric Zemmour, avant? Je veux dire, médiatiquement, intellectuellement, voilà. J'ai fait une confidence, je ne suis pas un aficionados et je ne suis pas biberonné à Christine Kelly, comme d'autres pourraient l'être, parce que je suis impressionné par ce côté passionné que beaucoup de sympathisants, adhérents ont vis-à-vis d'Éric Zemmour, et notamment de ses émissions, quand il était avec Christine Kelly face à l'info. Bon, je comprends la passion, parce que c'était passionnant en échange. On éteignait la télé, on éteint la télé, on a appris quelque chose. Ça fait, voilà, ça élève, quel que soit son niveau, ça élève, et donc je comprends qu'il y ait des gens qui soient passionnés. Mais non, moi j'étais pas accro à ce point-là, je lisais ses bouquins quand ils sortaient, je restais à la page de ce qu'il pouvait faire. Moi je me souviens surtout du poil à gratter qu'il avait été chez Ruquier, quoi. Enfin, bon, c'est plutôt ce qui m'avait marqué. Et puis finalement la profondeur de ce qu'il dit, et aux grandes dames de ses détracteurs, c'est pas un monomaniaque de l'immigration et de l'islam. Mais c'est la question que j'allais vous poser, Benjamin Cauchy, parce que c'est aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'on essaie d'enfermer Éric Zemmour uniquement sur le sujet binaire de l'immigration, de l'insécurité et du séparatisme beaucoup plus largement. Aujourd'hui, vous, quand vous entendez ces analyses politiques à droite à gauche, comment vous les percevez? Et puisque vous connaissez Éric Zemmour et que vous travaillez ensemble, ça vous inspire quoi? Alors, ça serait vous mentir que de dire qu'on est saoulé que ça parle d'islam du matin au soir ou que ça parle d'immigration du matin au soir. Pour la simple et bonne raison, c'est que Éric Zemmour, en tant qu'intellectuel, journaliste, a voulu imposer un thème qui lui semble important, majeur, qui est celui du choc de civilisation, non pas qui potentiellement pouvait nous arriver, mais qui était en train d'arriver, qui arrivait au quotidien dans des quartiers, dans des villes, dans des pans entiers de la France où finalement les règles de la République ne sont plus appliquées et qu'il existe une forte propension, une forte relation de causalité entre une immigration massive incontrôlée et des problèmes civilisationnels que l'on peut avoir dans le pays. Et donc il a voulu poser ce sujet majeur sur la table. Force est de constater que l'ensemble de la classe politique soit s'est nourri de ces dires, ou soit a voulu se construire une image de présidentielle en s'opposant directement à Éric Zemmour. Donc il a, comme on dit, il a kill the game, il a tué le match. Il a posé un thème central majeur qui est celui du choc des civilisations. Maintenant, on n'avancera pas que sur une jambe. Ça va être compliqué d'arriver jusqu'au bout avec une seule jambe. Et c'est pour ça que dans la maturation de sa candidature, il y a aussi le fait de tenir compte, comme dirait Michel Onfray, de muscler son bras gauche. Et donc de ne pas oublier toutes ces classes populaires. Qui aspirent, au-delà de protéger leur civilisation et faire en sorte que demain soit mieux pour leurs enfants qu'aujourd'hui. Alors, ça serait vraiment bien pour nos gosses, parce que franchement ça devient compliqué. Je ferme la parenthèse. Et donc du coup, il commence à aborder des sujets sur le pouvoir d'achat, sur la réindustrialisation du pays, sur l'environnement, sur l'agriculture, sur la place de la France dans le monde, sur l'outre-mer, sur la géopolitique, sur l'éducation. Qu'on pourrait mettre à la case souveraineté, Benjamin Cauchy. Oui, c'est la grande case souveraineté finalement, qu'on aborde sur ces sujets transversaux. Ah oui, mais complètement. C'est-à-dire, et là pour le coup, la crise du Covid a été un exemple extraordinaire, une sorte de loupe
un truc de fou quand on sait que sur les, vous me corrigez, mais je crois que sur les 27 principes actifs qui sont nécessaires à la composition des médicaments, il y en avait 24 ou 25 qui étaient fabriqués en Asie. Nous sommes la 7e puissance mondiale et possiblement, dans 3 mois, malgré les stocks stratégiques, on ne peut plus avoir de Doliprane dans le pays si la Chine décide d'arrêter de nous couper les vivants. Donc on se retrouve sur des situations de dépendance sanitaire, alimentaire. On a une balance commerciale alimentaire déficitaire. C'est-à-dire qu'on importe plus que l'on exporte. Donc un pays comme la France où finalement voilà, les champs, les vaches, l'élevage font partie de notre ADN, quoi. Donc il y a des pans entiers de souveraineté qui ont été mis d'absence de souveraineté qui ont été mis à jour. Donc ça a été effectivement, je dirais pas un alignement des planètes, mais le Covid a mis en évidence. Et donc Éric Zemmour, en parlant de ces sujets tout à fait transverses, évidemment, garde sa colonne vertébrale de retour à une souveraineté, effectivement. Ouais. Mais c'est intéressant aussi, donc vous parlez du Covid et de l'émergence d'Éric Zemmour sur ces sujets, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effondrement de la droite républicaine, l'effondrement du PS depuis 30 ans, finalement avec un changement d'électorat qui s'est vu dans les années 80-90, et les Républicains qui, vous en avez parlé tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, qui trahit les Français en 2008, le traité de Lisbonne, refait passer rapidement au Parlement, voté main dans la main droite et gauche, et aussi Sarkozy, le côté sécuritaire. Rappelez-vous du Karcher. Est-ce que finalement Éric Zemmour, il bénéficie pas aussi de ce double effondrement entre la gauche, pluriel, large, une seconde gauche, et bien entendu les Républicains? Il y a eu 2 chocs. Il y a eu déjà, j'ai envie de dire, un choc idéologique, que ce soit à droite comme à gauche, depuis 40 ans. Et puis il y a eu un choc organique en 2017. Le choc idéologique, c'est effectivement le passage à la rigueur en 1983 avec Jacques Delors. Mitterrand trahit ses 100 et quelques promesses de 81. Il en a fait passer certaines, mais d'autres ont été rangées au placard, et la voie de la rigueur arrive. Ensuite, au milieu des années 80, après la vague tapis, on arrive à l'immersion de Terra Nova, think tank progressiste, qui finalement fait qu'aujourd'hui les socialistes parlent aux gens qui travaillent, parlent aux fonctionnaires et parlent aux gens qui adorent faire du Vélib et d'acheter des tomates bio sur le marché dans le 15e. Donc on est passé d'un parti socialiste qui parlait aux classes populaires à un parti socialiste qui parle aux classes privilégiées. Preuve en est, la première proposition de campagne d'Anne Hidalgo, c'est de doubler le salaire de gens qui ont la sécurité de l'emploi. C'est quand même extraordinaire. Donc vous imaginez que le Parti socialiste était censé incarner et représenter le peuple, ceux qui galèrent. Je ne dis pas que les profs ne galèrent pas, qu'ils sont suffisamment payés, c'est pas le sujet. Mais quand on a 6 millions de chômeurs, moi, techniquement, je ne me dis pas, je vais doubler le salaire des profs. Je me dis, comment je mets 6 millions de personnes au travail? Et là, je me dis, voilà. Donc la gauche s'est reniée sur un plan idéologique, la droite s'est reniée sur un plan idéologique parce qu'elle a été, je crois, éblouie par ce que pouvait être l'Union européenne. Chirac a quand même bien savonné la planche de ce qui restait quand même de souveraineté dans notre pays. Et puis Sarkozy a achevé en 2005 en 2008 pardon, en faisant un traité simplifié qui reprenait finalement stricto sensu le référendum. À quelques virgules près, c'était ça. C'est ça, il y avait juste la syntaxe et la ponctuation qui a dû changer. Donc voilà, donc une trahison idéologique des deux côtés, et puis un choc organique en 2017. Macron a été un bulldozer, il a explosé le PS, il a explosé les Républicains. Donc oui, et aujourd'hui, Éric Zemmour, il bénéficie de cet effondrement-là. L'effondrement idéologique, justement, lui propose de revenir à un certain ordre, une certaine rigueur, une certaine protection de notre civilisation. Protéger sa civilisation ne veut pas dire détester celle des autres, mais pour parler d'égal à égal avec les autres civilisations, il faut se respecter soi-même. Pour avoir le plaisir d'aller visiter un pays, c'est pas pour découvrir la même chose que dans mon pays. Si les gens font de la France la première destination touristique du monde, c'est parce qu'il y a la Tour Eiffel, il y a du Haussmann, il y a de la verdure, il y a des montagnes. C'est pas parce qu'il y a des KFC, des Zara et des H&M. Donc aller à l'encontre d'une mondialisation galopante avec certains conservatismes, c'est pas se replier sur soi-même, c'est préserver ce qui fait notre différence et qui justement nous rend nobles aux yeux des autres. Ça, c'est ça, en fait. Donc, à cet effondrement idéologique, il propose ça. Et puis, la deuxième chose, sur un plan organique, j'espère, s'il est candidat, qu'il faudra être en capacité de réunir des gens qui viennent à la fois des Républicains,
du Rassemblement national, de Debout la France, de CNIP, des centaines de milliers de personnes, comme moi, comme Robert Ménard, par exemple, où on n'a pas de crèmerie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est des électrons libres. Mais c'est intéressant, je voudrais qu'on parle, je voudrais qu'on revienne un peu sur la souveraineté, sur les positions d'Éric Zemmour sur l'Union européenne, qui ne sont pas du tout les mêmes que Nicolas Dupont-Aignan. Qui est lui pour un référendum, pour finalement l'ultimatum à la Commission européenne. Mais je voulais qu'on parle du Rassemblement national. Finalement, on a quand même l'impression qu'Éric Zemmour est en train de siphonner dans les grandes largeurs le Rassemblement national dans ses électeurs, dans sa base, j'ai envie de dire même dans son socle fort. Vous pensez finalement que Marine Le Pen, elle s'est dédiée sur pas mal de sujets, bon, elle garde sur la sécurité et l'immigration, mais après notamment l'Union européenne, elle a renoncé à tenser la CEDH. Donc finalement, on a l'impression que Marine Le Pen est en train de s'effondrer actuellement. Ça se voit dans les sondages, on verra ce que dit les sondages, mais pour l'instant, idéologiquement, je parle, parlons pas de sondage. Alors sur un plan idéologique, elle essaye d'avancer sur deux pieds, à savoir la souveraineté, la sécurité et l'immigration, et de l'autre, le pouvoir d'achat. On l'a bien vu dans sa campagne, où finalement, fin août, à Fréjus, elle fait un discours sur l'immigration qui est extrêmement fort, courageux. Et puis quelques jours seulement après, campagne sur les dépenses, sur on voit des affiches avec des pompes à essence. Donc on voit bien, parce que on ne parlera pas des intentions de vote, mais on parlera des sondages sur quelles sont les motivations premières des Français. Et les motivations premières des Français, ils sont bien embêtés aujourd'hui, nos amis politiques, parce que grosso modo, il y a 4 blocs. Il y a le pouvoir d'achat, il y a la sécurité, il y a l'immigration et il y a l'environnement. Donc ils sont bien embêtés parce que ces 4 morceaux, c'est 27, 24, 23, 26. Bref, ils sont embêtés, ils ne savent pas quel morceau prendre, ils ne savent pas comment parler au mieux aux Français. Et donc du coup, Marine Le Pen, elle est comme beaucoup d'autres partis politiques en train de parler un coup l'un, un coup l'autre, et du coup ça perd en visibilité du message. Ce qui est sûr, c'est que il y a un transfert aujourd'hui de potentiels électeurs entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, non pas parce qu'Éric Zemmour fait mieux, mais parce qu'Éric Zemmour est en capacité à la fois de parler aux électeurs du Rassemblement national, mais en même temps aux électeurs des Républicains. Et donc du coup, les électeurs du Rassemblement national se disent, bon, grosso modo, sur le diagnostic, on est plus ou moins d'accord. Et puis en plus, lui, potentiellement, il va nous ramener les copains des Républicains, enfin les cousins éloignés. Parfois, il y en a qui étaient au RPR avant, ensemble, il y en a un qui est parti au RN, l'autre qui est parti au LR. Hein. C'est la vraie vie en France. Hein. Donc ils se disent, bah, tiens, finalement, Zemmour, il va peut-être pouvoir nous rassembler. Et donc, il est en train de créer une dynamique d'espoir chez les gens du Rassemblement national, qui se disent, bah, tout seul, on ne gagnera pas. Et puis chez les Républicains aussi, qui se disent bah, tout seul on ne gagnera pas. Et donc finalement il sert de réceptacle, non pas aux aigris des partis, d'un et d'autre, parce que j'entends aussi la petite musique, oui ce sont les aigris, ce sont ceux qu'on vire, qui partent, ceux qui viennent chez vous et tout. Pas que. Il y a effectivement des gens qui ont été déçus, il y a des gens qui ont été déçus par une ligne sociétale peut-être plus open, plus progressiste au Rassemblement national et qui ne se sont pas forcément retrouvés dedans. Et donc du coup, les gens qui sont un petit peu plus conservateurs au Rassemblement national, tout comme les fillonistes, entre guillemets, bien rejoignent Éric Zemmour. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours, le Harris Interactive, qui donne Éric Zemmour à 17% avec Marine Le Pen à 15%. Ce qui est intéressant de regarder, pour aller plus loin dans votre question sur le Rassemblement national, 31% des électeurs de Marine Le Pen en 2017 voteraient Éric Zemmour s'il était candidat dimanche prochain. C'est exactement la même proportion chez les Républicains, 31%. Il fait plus de 20%, il fait 20% chez les plus de 50 ans, hommes ou femmes. Il a augmenté, il a triplé sur les jeunes, il est passé à 10 points, il a 13 points sur les femmes. Bref, il est en train de parler à toutes les classes, à la fois les classes populaires et à la bourgeoisie patriote. Et donc, Marine Le Pen, je pense qu'elle a aussi perdu un peu cette bourgeoisie patriote qui était un peu désarçonnée par rapport à la retraite à 60 ans et par rapport à des tergiversations sur l'euro, qui finalement est encore quelque chose de perturbateur. Finalement, vous venez de parler tout à l'heure de la crise du Covid. Ça a fait émerger la crispation, l'ultra-sensibilité sur la mondialisation. Ce qu'amène ou ce qu'elle n'amène pas justement la fameuse mondialisation heureuse dont parlait Alain Minc. Et finalement, on se rend compte que peut-être Éric Zemmour, sur la fibre souverainiste, à combien est-elle estimée aujourd'hui, on ne sait pas. On pourrait reprendre les chiffres de Dupont-Aignan, on pourrait reprendre les chiffres de Philippot, mais
à un moment donné aussi, il va falloir peut-être travailler là-dessus, ou du moins s'exprimer. Alors il s'exprime là-dessus, Éric Zemmour, mais concrètement avoir une vision très claire de ce qu'il va faire si jamais il est président en avril 2022, et savoir comment il va réagir face à l'Union européenne, la Commission européenne, mais aussi face à l'Allemagne. Ouais. Face à l'Allemagne. Bon. Là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à éclaircir? Déjà, on va attendre de voir à quelle sauce on va être mangé en Allemagne, parce qu'il va falloir qu'ils constituent leur gouvernement suite aux élections d'il y a une quinzaine de jours. Oui, il y a une coalition en cours. Voilà, on ne sait pas si c'est le SPD ou la CDU, je pense que c'est le SPD qui va prendre la main, donc de toute façon, avec la France, ça va changer. Parce qu'en ayant voté pour le SPD, l'Allemagne aspire également à une certaine radicalité dans le changement. Les écolos ont fait 13-14%. Donc il y a quand même un truc assez fort, et donc même avec Macron, ça grincerait. La Commission européenne, l'Union européenne, on a un solde de créditeur à peu près de 19 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'entre l'argent que la France verse à l'Union européenne et ce que l'Union verse, ce que l'UE reverse à la France, notamment par la PAC, les paiements de cotisation sur les aléas climatiques pour les agriculteurs, ou bref le FEDER, les fonds de développement régionaux, tous ces associations de ces coalitions de financement pour des équipements locaux, bref on est créditeur de 19 milliards d'euros. Donc on a déjà, premièrement, la manière de négocier, c'est qu'on tient les cordons de la bourse et on est extrêmement influent là-dessus au niveau de l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que si nous menaçons de partir, l'Union européenne explose. Soyons clairs. De toute façon, Schengen ne fonctionne pas, donc il n'y a pas de raison de leur demander de modifier Schengen. On mettra nos frontières pour l'Espagne. L'Espagne est fermée, et puis du coup, Macron, ils ont fermé, on va faire pareil. Donc, vous voyez, c'est une cour de récré, quoi. Je veux dire, on n'est plus dans le lycée à Amiens, quoi. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Ouais, donc sur l'Union européenne, la première chose, c'est qu'on va demander à renégocier les traités. Voilà, c'est principalement la première mesure et la mesure phare. Renégocier les traités, et pendant qu'on ouvre les négociations, on reprend la main sur certaines de nos prérogatives. Et ayant le pouvoir de l'argent en face, de ces 19 milliards d'euros, on a de quoi négocier. Et que si la France demande à modifier certaines règles, je pense qu'il devrait le faire. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus, parce que quand j'entends Barnier, Michel Barnier, l'incarnation le parangon du fédéralisme européen. Des lol, quoi. Qui s'est retrouvé avec une passion impromptue pour la souveraineté juridique de la France. C'est quand même incroyable, le gars qui connaît quand même plus l'épaisseur des moquettes de Bruxelles que de l'épaisseur des prairies de sa Savoie natale. Donc ça me fait quand même assez doucement rire. Donc même lui dit qu'effectivement la France a une capacité de négocier et de modifier les choses. Donc si un ancien haut fonctionnaire, un ancien commissaire européen est en capacité de dire cela dans une campagne des présidentielles, je ne suis pas trop inquiet sur la capacité d'Éric Zemmour à pouvoir influer sans menacer de Frexit, sans menacer de sortir complètement de toutes les institutions. Parce que l'Europe est utile quand même. L'Europe des projets concrets, on a besoin d'une Europe. On n'a plus besoin de cette Union européenne telle qu'elle existe. Voilà ce que j'allais dire. La question, il faut la traiter entre l'Europe des nations et l'Europe fédérale. Pré-fédérale ou pro-fédérale, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous voyez, c'est ça, deux grands enjeux, entre la coopération inter-États et ensuite, sinon, la soumission, ce que j'appelle la soumission, c'est une autorité publique, à une Commission européenne dont nous n'avons plus du tout les manettes. Absolument. Mais là, c'est quand on voit l'exemple de la Hongrie, par exemple, qui a décidé de ne pas appliquer certaines directives européennes, moi je pense qu'il doit être de la souveraineté de chaque pays à disposer de son droit, et donc remettre dans la hiérarchie des normes le droit français, et qu'on ne soit plus tributaire à la fois des directives européennes ou du pouvoir des juges, entre guillemets, et de certaines cours comme la CEDH qui vont à l'encontre de nos principes civilisationnels. Donc à un moment donné, c'est par le renversement de la hiérarchie des normes qu'on va pouvoir y arriver, quoi. Alors, on se rend compte finalement aujourd'hui... C'est plus efficace que d'aller sortir les violons sur un Frexit ou sur, comment dirais-je, ou sur un référendum. Là, on négocie direct dans le dur. Si vous avez la France non pas qui menace de partir, mais qui met le holà sur le principe de fonctionnement, les Allemands venant d'arriver aussi, il y a peut-être moyen de faire des choses, au contraire. Avec peut-être aussi une politique de la chaise vide, comme le faisait le général de Gaulle, peut-être. Ce qui est sûr déjà, c'est pas l'Union européenne, mais du commandement intégré de l'OTAN, ça c'est clair qu'il faudra faire la politique de la chaise vide, ça je suis assez d'accord. Ouais. Voilà, c'est une question, et c'est intéressant finalement, une question pour la fin de cet entretien. Aujourd'hui on en a parlé, les sondages. Les sondages, ce n'est que des sondages, soyons clairs, mais c'est vrai que la dynamique est forte, même ceux qui sont très réfractaires à Éric Zemmour, même chez nos confrères, même la classe politique, s'accorde à dire que ça n'est jamais arrivé, que quelqu'un non déclaré
puisse faire autant dans une campagne, se retrouver aujourd'hui pratiquement en position de second tour. Aujourd'hui, quels sont les... Alors, sans parler de la candidature ou pas, mais j'imagine qu'il y a quand même une stratégie qui a été mise en place de votre côté pour, à un moment donné, continuer à parler, en plus de la promotion du livre, à rassembler, comme on dit dans le jargon politique. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les Amis d'Éric Zemmour, qui est une association qui aujourd'hui accueille les sympathisants d'Éric Zemmour et qui pousse à sa candidature, sont en train de s'organiser. Sont en train de se fédérer. L'association collecte des dons, donc ça lui permet de pouvoir financer des affiches pour promouvoir un potentiel candidat. Vous avez des structures comme les Femmes avec Zemmour qui sont en train de capter un public assez important et qui montrent que justement le meilleur défenseur de la femme, c'est aussi Zemmour. Parce que quand on veut défendre notre civilisation judéo-chrétienne, on fait en sorte que les femmes ne marchent pas à 2 mètres voilées derrière un homme. Et Génération Z, qui est un mouvement de jeunesse extraordinaire. Moi, je me joue un peu l'ethnologue, moi, quand j'essaye de m'initier dans une de leurs réunions. Beaucoup de primo-militants, des gamins de 20 ans qui n'ont jamais milité ni chez les LR, ni au RN. Mais il y a des RN qui arrivent, il y a des LR qui arrivent, il y a des jeunes de l'Uni qui arrivent, il y a des jeunes de partout, mais surtout des primo-militants. Et alors même si j'avais que 14-15 ans à l'époque, moi ça me rappelle la campagne de Jacques Chirac de 95. Qui, en plus d'un espoir, cet espoir se traduisait par un soulèvement de la jeunesse, un soulèvement intelligent. Hein. Je ne parle pas d'aller manifester pour Greta Thunberg un samedi après-midi avec des slogans bien vulgaires, histoire d'être instagrammé. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une jeunesse qui aspire à un pays où les femmes et les hommes sont à l'égal l'un l'autre, un pays où ils sont sûrs de pouvoir faire des enfants et de vivre en sécurité, un pays où leur campagne ressemble encore à leur campagne, où leurs gamins ne seront pas discriminés parce qu'ils sont blancs dans certains quartiers, parce qu'aujourd'hui la mixité sociale ne fonctionne pas et que l'assimilation est un échec. Donc il y a une jeunesse qui se lève pour des sujets qui paraissent pas funky, glamour. C'est clair que, j'en soirée avec GZ, on se dit, on va se faire chier, quoi. Les mecs c'est des conservateurs, Zemmour, clivant, immigration, sécurité. Non, c'est une jeunesse, c'est une vraie jeunesse. C'est une jeunesse qui est à la fois insouciante, c'est une jeunesse qui galère. Moi j'ai rencontré un bûcheron de Seine-et-Marne chez Génération Z. Donc c'est pas les gamins du 16e qui ont 2000 € d'argent de poche. C'est pas ça. Hein. Non, ce sont des Françaises, des Français de 18-20 ans qui sont étudiants, qui ont des mini-jobs ou qui bossent. Voilà. Donc il y a une organisation qui se fait du coup en fonction de ces trois thèmes. Et c'est flagrant. J'ai eu des gens de la Réunion tout à l'heure au téléphone, des gens de Guyane. Donc partout, y compris en Outre-mer, il y a une effervescence et une organisation qui est en train de se bâtir de sa propre initiative. Mais si Éric Zemmour décide d'être candidat, eh bien voilà, le bateau est prêt. Alors, on finit là-dessus. Le bateau est prêt, bien entendu. On voit que l'équipage est en train de se constituer. On le voit, des noms sont en train de sortir, vous-même et d'autres. Sargnafo, qui est dans les médias depuis un certain temps. D'autres qui sont là aussi pour la campagne numérique, pour la stratégie. Là, on est en train de voir qu'il y a une équipe de campagne qui est en cours, très clairement. La dernière question que j'ai envie de vous poser, Benjamin Cauchy, c'est il y a quand même le souci des parrainages. On est d'accord, parce que là, nous sommes mi-octobre, l'élection est en avril, vous savez qu'il y a une date limite. À un moment donné, il va se poser la question, est-ce qu'on pourrait à un moment donné imaginer qu'un candidat comme Éric Zemmour ou un autre candidat qui fait 10, 12, 15% n'ait pas les 500 parrainages? Vous en êtes où, grosso modo, aujourd'hui? Quelle est la tendance pour vous sur les parrainages? Quelle est la tendance? Je vais vous faire une non-réponse, vous adorez. Puis du coup, vous allez me reposer la question. Jean-Luc Mélenchon a du mal à avoir ses parrainages. Parce qu'il y a Fabien Roussel qui est candidat cette fois-ci. Il y a un communiste qui est candidat et donc la dernière fois, Mélenchon bénéficiait des parrainages à la fois du PCF mais également de LFI. Mélenchon galère, Marine Le Pen galère. Elle a perdu beaucoup d'élus régionaux, qu'on le veuille ou non, quelques élus municipaux et puis effectivement une érosion à destination d'une potentielle candidature d'Éric Zemmour. Donc Marine Le Pen aussi a des difficultés à avoir ses parrainages. Jean Lassalle, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan. À part Emmanuel Macron et les Républicains, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont non pas en difficulté pour avoir des signatures, mais qui mènent un combat quotidien pour avoir des signatures, des parrainages, des promesses de parrainage. Je vous avouerai quand même que quand on fait 17% dans les sondages, ça devient de moins en moins difficile, mais ça reste quand même une activité forte. Il y a, je crois que ça c'est pas un secret, je crois qu'il y a 400 ambassadeurs qui partout en France sont
sont là pour aller à la rencontre des élus et leur proposer des promesses de parrainage. Donc ça se construit. Ça se construit. Il faut rester humble, effectivement, vous avez raison. C'est le nerf de la guerre, constitutionnellement, pour se présenter. C'est la clé de voûte. Quand on fait 3%, je pense que c'est compliqué d'aller chercher des parrainages. Quand on en fait 17, c'est compliqué, mais c'est vrai que le sourire est un peu plus au rendez-vous quand on ouvre la porte de la mairie. Bon, ben merci beaucoup Benjamin Cossu pour ce long entretien. Je vous rappelle, ancien gilet jaune, vous étiez chez Nicolas Dupont-Aignan à Debout la France et maintenant vous êtes dans les proches d'Éric Zemmour. Merci beaucoup pour ce long entretien. Nous, on se retrouve très vite sur Putsch Live. À très bientôt. Bye bye et vive la démocratie. Salut.